Alors, ce nouveau cours est sur les lasers. On va commencer par quelques petits rappels, donc en particulier sur ce qu'on appelle les structures électroniques. Vous allez peut-être vous en rappeler, un atome c'est constitué d'un noyau. Autour du noyau, on a un nuage électronique et les électrons sont répartis sur des couches qu'on appelle K, L, M, N, etc. Et plus K c'est la couche qui est la plus proche du noyau, L c'est un peu plus loin, M, etc., etc., etc. Pour répartir les électrons dans les couches, comme il y a une attraction entre le noyau et les électrons, le noyau est chargé positivement, les électrons négativement, les électrons vont chercher à être le plus proche possible du noyau, et du coup, en fin de compte, ils vont d'abord aller sur la couche K. Quand la couche K va être pleine, ils vont aller sur la couche L, etc., etc., etc. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais prendre comme exemple l'atome le plus simple, c'est l'atome d'hydrogène. Un électron autour du noyau. La structure électronique, c'est du K1. L'électron le plus proche possible du noyau, donc ici, il va être sur la couche K. Ça va être l'état le plus stable, on va appeler ça l'état fondamental. Maintenant, si l'électron est un petit peu plus loin, sur la couche L, l'électron est donc plus loin, il va être moins stable, il va avoir tendance à vouloir revenir vers son état fondamental, donc il va être moins stable, et on va appeler ça un état excité. On peut utiliser un diagramme pour essayer de représenter ça. On va mettre un axe vertical qui va représenter l'énergie qu'il faudrait fournir à l'atome pour arracher tous les électrons. On peut placer dessus l'état fondamental qui va être tout en bas, c'est-à-dire celui qui va demander le plus d'énergie pour arracher l'électron. Effectivement, l'électron est très fortement attaché au noyau parce qu'il est très, très proche et du coup il faut beaucoup d'énergie pour l'éloigner au maximum. Le arracher, c'est l'amener à une distance infinie. Donc il va être tout en bas. Après, on peut placer l'état excité qui va être plus haut en énergie parce que l'électron est plus loin du noyau, donc moins attaché entre guillemets au noyau, donc il faut moins d'énergie pour l'arracher, donc le niveau va être au-dessus. Ensuite, un peu de vocabulaire. Chaque palier est appelé un niveau d'énergie et on dit qu'ils sont quantifiés, ces niveaux d'énergie, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre que certaines valeurs, c'est-à-dire que les électrons peuvent être que dans certaines couches et du coup, l'électron, si on prend l'hydrogène, il est soit en K, soit en L, il ne peut pas être entre les deux. Du coup, il n'y a que deux niveaux d'énergie ici. Je ne peux pas avoir un niveau d'énergie de l'atome qui soit entre ces deux niveaux. C'est ce que ça veut dire quantifier un nombre bien spécifique et des énergies bien spécifiques pour chaque niveau. Alors maintenant, on va voir comment un atome peut absorber un photon. Ce qu'on appelle absorption d'un photon. Pour ça, il faut d'abord définir ce qu'on appelle une énergie de transition et l'énergie d'un photon. L'énergie d'un photon, c'est l'énergie qu'il transporte. Donc, elle se calcule à partir de sa fréquence nu et de la constante de Planck, h. Donc, ça nous fait E qui est égal à h nu. Ça va être l'énergie transportée par un photon, c'est-à-dire un petit grain de lumière. Ce qu'on appelle énergie de transition, c'est l'énergie qu'il faut pour passer d'un niveau à un autre, d'un état à un autre. Ça se note delta E et c'est toujours l'état final, l'énergie de l'état final, moins l'énergie de l'état initial, c'est-à-dire EF moins EI. Du coup, lors de l'absorption d'un photon par un atome, l'atome va absorber l'énergie. Cette énergie va lui permettre à un électron de passer d'une couche à une autre. Et du coup, on va passer d'un atome de plus basse énergie vers un atome de plus haute énergie. Et du coup, ici, la variation d'énergie ou l'énergie de transition est positive. Donc, c'est de l'énergie qui est absorbée. C'est le photon qui est absorbé par la molécule, enfin par l'atome, pardon. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie E du photon qui est absorbé correspond exactement à l'énergie delta E, énergie de transition. Donc l'émission, c'est l'inverse. Au départ, l'atome est à l'état excité, il descend vers un état moins excité. Il y a donc émission ici d'un photon. L'énergie du photon doit correspondre exactement à la variation d'énergie. L'énergie finale est plus petite que l'énergie initiale, donc la variation d'énergie est négative, c'est de l'énergie libérée. Du coup, c'est le photon qui est libéré par l'atome. Et finalement, cette émission est spontanée, ça veut dire qu'elle peut avoir lieu toute seule, pas besoin d'un facteur extérieur pour la déclencher. Et donc le dernier type, c'est de l'émission stimulée. Cette fois-ci, l'atome est à l'état excité initialement, mais il y a un photon qui arrive au niveau de l'atome. Et si ce photon qui arrive au niveau de l'atome a une énergie qui correspond exactement à delta E, c'est-à-dire que E est égal à delta E, alors il va forcer l'atome à se désexciter. C'est ce qu'on appelle stimuler, donc quelque chose qui force une autre chose à se faire. Et le photon qui va être émis, le deuxième photon qui va être émis, va être exactement pareil que le photon incident. C'est-à-dire qu'il va avoir la même longueur d'onde, il va se déplacer dans la même direction, il va avoir la même vitesse, bref, c'est un jumeau.